cette vidéo d'introduction, je vais vous présenter les raisons qui m'ont mené à faire ce cours et le contenu de ce cours. Donc ce cours, c'est un cours d'introduction à l'utilisation de Python pour des problèmes scientifiques. Alors pourquoi j'ai fait ce cours? La première raison, c'est que j'aime bien Python. C'est un langage moderne qui permet d'expliquer simplement des choses compliquées et qui est assez clair. C'est un langage libre, donc ça veut dire que vous pouvez le télécharger sans aucune limite, sans problèmes légaux, avec une très grande communauté de développeurs, ce qui fait qu'il est régulièrement enrichi. Nous allons travailler avec la version 2.7, mais la version 3 est déjà sortie et très largement utilisée. Donc on voit bien que c'est un langage vivant. C'est un langage qui est utilisé fortement par la communauté scientifique. Un langage tout à fait adapté, avec un grand nombre de bibliothèques qui permet de résoudre la plupart des problèmes auxquels on est confronté. C'est aussi un langage qui a des environnements développés au-dessus, comme IPython, qui offre finalement ce qu'on cherche en tant que scientifique pour travailler efficacement à plusieurs et pour être capable de mélanger l'exécution de code avec du texte scientifique. Personnellement, c'est un outil que j'utilise en tant que chercheur, c'est aussi un outil que j'utilise dans le cadre de mon enseignement. Donc toutes ces raisons me font dire que c'est un bon outil pour un scientifique, et donc si c'est votre besoin, eh ben, n'hésitez pas à rentrer dedans, le coût en vaut la chandelle. J'ai fait ce cours aussi parce que j'aime bien les MOOC. En fait, je regarde des MOOC et certains sont vraiment des perles qui méritent largement de passer le temps dessus. C'est aussi quelque chose qui est assez innovant, qui va faire une révolution, qui fait qu'on amène cette connaissance de l'enseignement supérieur, et pas que, à 2 milliards d'internautes et non plus à une petite élite comme c'était le cas aujourd'hui. Et de ce point de vue, ben, les élèves occidentaux ont un peu de cheveux blancs à se faire parce que la compétition va devenir mondiale, réellement. Alors moi, je me suis dit, ben, finalement, pourquoi pas rajouter ma petite pierre à l'édifice des MOOC. Une autre raison qui a fait que j'ai fait ce cours, c'est que les profs de classe prépa, lorsque Python est arrivé, m'ont demandé de faire des cours pour leur apprendre justement ce langage en tant qu'outil scientifique. J'ai fait des cours en présentiel, mais clairement, ça ne passe pas l'échelle. Et donc, si on veut aider plus massivement la communauté des enseignants et des élèves, eh ben, finalement, le MOOC était une solution qui était assez naturelle. Donc voilà, donc, le cours initialement avait été réservé aux profs de classe prépa. Depuis, j'ai eu des demandes pour l'ouvrir. Donc aujourd'hui, on fait une version qui sera ouverte à tout le monde. Qu'y a-t-il dans ce cours? Donc, vous allez voir qu'il y a 3 chapitres. Chaque chapitre a un certain nombre de vidéos. Donc souvent, il faut regarder au-dessus de la vidéo avec les petites icônes pour voir le nombre de vidéos. Et il y a aussi des exercices qui sont des QCM. Et surtout, il y aura une feuille IPython qui accompagne le cours. Le plus important, c'est la feuille IPython. Elle a tout. Elle sert de support à ce que je raconte. Et puis, c'est aussi la zone dans laquelle vous allez pouvoir faire des tests, modifier les codes que j'ai écrits afin de voir comment ça marche. Il ne faut vraiment pas avoir peur de tester le code pour voir les limites. Les vidéos, ce sont mes explications par-dessus les feuilles IPython. Vous pouvez les écouter, et puis après, regarder la feuille IPython et la travailler, ou bien vous pouvez décider que vous allez vous arrêter toutes les 10 secondes pour appliquer directement ce que je suis en train de dire sur la feuille IPython. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur de faire des pauses, revenir en arrière, recommencer, surtout que j'ai tendance à parler vite. Donc n'hésitez pas à interrompre la vidéo pour pouvoir travailler en même temps sur la feuille IPython. Les QCM permettent finalement de valider ce qu'on a vu. Et puis pour ceux qui connaissent déjà ou qui pensent déjà connaître Python, ben vous pouvez regarder les QCM rapidement afin de voir si vous avez vraiment tout compris dans chacun des chapitres. Alors je vais rentrer maintenant chapitre par chapitre. Le premier chapitre, c'est une introduction au langage Python. C'est vraiment une introduction, c'est minimaliste. C'est pas fait pour la personne qui veut apprendre à écrire du grand code en Python. C'est fait plutôt pour le consommateur que pour le développeur. Par exemple, on ne va pas regarder la notion d'objet. Si vous connaissez déjà un langage impératif, vous pouvez regarder en diagonale les feuilles IPython. Ça devrait vous suffire pour voir si vous avez besoin de passer du temps sur ce chapitre ou si vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Notez quand même qu'à la fin, vous avez un petit cours sur l'algorithmique, très bref, qui vous permettra de comprendre la notion de complexité. Donc là encore, si vous ne connaissez pas, ça mérite de s'y arrêter. Le deuxième chapitre, c'est le cœur du cours. C'est là où je présente les différentes bibliothèques de calcul scientifique qui seront utilisées pour pouvoir développer, résoudre les problèmes que vous avez avec Python. Donc la première bibliothèque qu'on va regarder, c'est NumPy, qui permet d'avoir des tableaux nettement plus performants que les tableaux de base qui seront les listes dans Python, et qui vous permet aussi de voir ces tableaux comme des matrices et de les manipuler comme des matrices, de faire les opérations usuelles comme l'inverse d'une matrice, calcul déterminant, démultiplication, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base dès lors qu'on a du système matriciel à faire.
Le deuxième travail que souvent le scientifique veut faire, c'est d'afficher des résultats avec des courbes. Donc là, on va regarder la bibliothèque qui s'appelle Matplotlib. Avec cette bibliothèque, on peut faire énormément de choses. On peut faire du 2D, du 3D, on peut faire des histogrammes, on peut rajouter des annotations, y compris des annotations mathématiques avec du LaTeX dedans. On peut faire des sous-figures, on peut faire des zooms, on peut faire vraiment tout ce dont on a besoin souvent pour faire des courbes scientifiques. La troisième bibliothèque qu'on va regarder, c'est SciPy, Scientific Python. C'est la caisse à outils avec énormément d'outils différents. On va avoir tout ce qui concerne les intégrations, la résolution d'équations différentielles, on peut faire des statistiques, traitement du signal, on peut faire de l'optimisation. On va regarder d'ailleurs dans certains cas comment on fait ça. Donc vous allez voir que cette bibliothèque est assez riche pour résoudre la grande majorité des problèmes scientifiques de base. Si maintenant vous voulez faire du calcul symbolique et non plus avoir des résultats approximatifs comme on l'a quand on fait de la programmation normalement, Python offre aussi une bibliothèque qui s'appelle SymPy, Symbolic Python, qui permet de faire du calcul symbolique comme on pourrait le faire avec du Maple ou Mathematica. Ce n'est pas au même niveau que Maple ou Mathematica, mais vous allez voir que ça résout la plupart des problèmes usuels. Donc avec l'ensemble de ces 4 bibliothèques, vous allez déjà pouvoir résoudre un très grand nombre de problèmes que vous avez dans le domaine scientifique. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelque chose de très spécifique que vous n'avez pas, je ne sais pas, de l'astrophysique par exemple, ou je ne sais quoi, il y a toutes les chances que vous trouviez sur Internet une bibliothèque qui corresponde à vos besoins et que vous puissiez la rajouter dans Python pour pouvoir résoudre la plupart des problèmes que vous avez d'origine. Et ne vous focalisez finalement que sur votre problème et non plus toutes les connaissances scientifiques qui sont sous-jacentes et qui permettent d'arriver à la résolution du problème. Je passe le chapitre des bonus. Les bonus, vous les regarderez si vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose de très important. Et puis je passe au troisième chapitre qui est les feuilles d'exercice. Donc moi, c'est mon préféré parce qu'on y retrouve comment résoudre de façon pratique un problème. Donc pour l'instant, il y a seulement 3 feuilles d'exercice qui sont présentées avec une vidéo. La première, c'est le calcul de la trajectoire d'un boulet. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire dès lors qu'il a un minimum de connaissances en physique. On peut faire le calcul analytique si on néglige les frottements pour trouver où retomberait le boulet qui serait tiré avec un angle et une certaine force. On va regarder comment on résout ça de façon numérique avec la méthode des différences finies. Et comme ça, on va pouvoir voir la notion d'erreur et on va pouvoir aussi rajouter les frottements. On regardera aussi l'aspect d'optimisation, comment faire de sorte à ce que ce code tourne rapidement. Donc là, ce n'est pas très important sur les codes en une dimension parce que les résultats sont instantanés avec un boulet de canon. Mais si on faisait des simulations en 2 dimensions ou en 3 dimensions, ça commencerait à devenir important. Donc cette notion d'optimisation peut être intéressante parfois et c'est bon de l'avoir en tête. Une deuxième feuille d'exercice, c'est l'évolution d'une population de proies et de prédateurs. Vous imaginez des renards et des lapins. Les renards mangent les lapins s'il n'y a pas beaucoup de renards, se reproduisent. Et inversement, s'il n'y a pas beaucoup de lapins, les renards sont morts de faim. Donc c'est comment on gère tous ces cycles, comment on calcule ces cycles. La troisième feuille d'exercice, c'est les manipulations de données boursières. En particulier, c'est récupérer des données boursières et puis voir les cours et puis essayer de faire des systèmes qui permettraient de savoir quand il faut investir ou acheter. C'est très naïf. Le but principal, c'est de connaître la bibliothèque Panda qui permet de manipuler des grosses données. Panda, c'est le tableur du langage Python. En fait, si vous avez l'habitude d'utiliser un tableur, Panda, c'est ça, sauf que c'est bien plus puissant puisque c'est au sein d'un programme et qu'on peut faire des manipulations qui sont assez compliquées à faire autrement. Donc vous avez déjà ces 3 exercices qui vous permettent d'avoir une vision de comment on peut résoudre un problème scientifique avec Python. D'autres feuilles d'exercices sont présentes, même si elles n'ont pas de vidéo. Il y a un classifieur de gènes pour les biologistes, donc qui permet à partir de certains gènes de voir s'ils sont actifs ou pas. Et puis il y a une feuille qui permet de cartographier les résultats de vos élections et d'afficher, vous savez, les jolies cartes avec des zones de couleurs différentes suivant qui a été élu. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on rentre dans le domaine des big data, à savoir comment on fait pour aspirer des données, en l'occurrence le site du ministère de l'Intérieur, afin de les représenter et de les visualiser correctement, sachant que les données brutes sont totalement inexploitables. Voilà. Donc ça, vous avez l'ensemble des exercices, des feuilles d'exercices. On a vu les 3 chapitres. Le MOOC, c'est un peu plus que simplement des vidéos, des exercices et des QCM. C'est aussi un forum, un wiki. Et là, c'est à vous de participer. Il ne faut absolument pas hésiter à mettre vos questions sur ce forum. Il ne faut pas hésiter à faire des commentaires. S'il y a des erreurs, il y en a toujours, vous pouvez remonter ces erreurs. Si vous avez découvert des bibliothèques scientifiques qui vous semblent très intéressantes, pourquoi pas en parler. On pourra tout à fait rajouter peut-être un jour une vidéo là-dessus. Et si vous avez envie de participer encore plus, vous pouvez faire des QCM et me les envoyer. Je les rajouterai s'ils sont intéressants. Vous pouvez aussi faire des feuilles d'exercice comme celles qui sont déjà présentes. Et là encore, on pourra les intégrer.
afin de faire grossir ce cours et de le faire vivre. Voilà, donc j'espère que ce cours vous plaira comme il m'a plu. À bientôt.